Terre des Hommes France, association de solidarité internationale. Cette responsabilité, elle est socio-totale parce qu'elle nous concerne tous. Et institutionnellement, on peut parler des États et des gouvernements, on peut parler des députés, comme vous avez vu. Il y a bien sûr les entreprises, les patrons, il y a aussi les syndicats, la société civile, les associations notamment, bien sûr. Il y a aussi derrière les actionnaires et les investisseurs. Et puis il y a les citoyens qui consomment, qui achètent des vêtements, etc. Alors chaque fois qu'on aborde cette question de la responsabilité sociale, on pense aux transnationales, aux entreprises transnationales, qui sont des grandes entreprises. Et parfois on nous dit que voilà, ce n'est qu'une partie des acteurs. Ce qui tend parfois à ne pas mesurer l'ampleur des problématiques posées par cette question. En tant que telle, la mondialisation n'est pas problématique. Alors, comme vous voyez dans le cas, ce qui est problématique dans la mondialisation, c'est lorsque les acteurs économiques, les États et certaines organisations entrent dans cette relation international avec un système de fonctionnement, un système d'exploitation. Le modèle qui est en cause, c'est ce modèle du moins-disant social, où les déplacements des entreprises se font vers les endroits où il n'y a pas de loi, où on peut exploiter gratuitement presque, sans respecter les règles élémentaires, etc. Donc la question est large, suscite beaucoup de débats. Donc on va essayer dans cette table ronde de déblayer un peu en donnant la parole aux participants. D'abord, on va commencer par le terme responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Effectivement, ce n'est pas une notion très facile à comprendre a priori. Il faut d'abord savoir que c'est une origine états-unienne. C'est une locution qui nous vient des États-Unis à partir des années 1950, avec des débats d'ailleurs qui ont eu lieu de manière antérieure aux États-Unis des décennies plus tôt, avec toujours cette idée qu'une entreprise elle a des responsabilités, elle doit contribuer au bien-être, des fois elle contribue aussi au mal-être de la société, et notamment en particulier à l'occasion des crises du système capitaliste. Et puis ce qui constitue pour moi la date essentielle de naissance de la responsabilité des entreprises en France, c'est 1898. Parce qu'en 1898 est adoptée la législation sur les accidents du travail. Et cette législation dit que même si le chef d'entreprise n'a pas commis de faute, même s'il n'a pas commis de négligence, il est responsable des accidents du travail. Alors bien entendu, toutes ces législations sociales, environnementales vont se développer tout le long du XXe siècle, en France, en Europe, et aussi bien dans les domaines de la législation sociale et environnementale, mais aussi la protection du consommateur, les pratiques déloyales en matière de concurrence, etc. C'est-à-dire que finalement, toutes les branches du droit sont touchées par la responsabilité des entreprises. On a trop tendance à l'oublier, et ce qui rend un petit peu les choses difficiles pour être pas trop long, c'est que RSE, bon, c'est trois mots, qu'on a tendance un petit peu à oublier ce que ça veut dire. Alors le mot responsabilité, c'est un mot qui finalement est assez récent en langue française, puisqu'il date de la fin du XVIIIe siècle. L'idée de responsable quand même était bien ancienne, mais c'est surtout une notion qui a évolué. C'est-à-dire que par exemple, dans le code civil napoléonien, 1804, la responsabilité est liée à la faute. Et puis, il y a un tournant qui va se faire justement
dans le courant disons dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la faute qui était considérée comme le fait d'un individu, d'une personne, va devenir une faute qui peut être celle d'une entité collective. Alors par un tour de passe-passe qui date du Moyen-Âge, droit canon, on fait des entreprises des personnes morales. Une société anonyme, une société CRL, etc. sont considérées comme des personnes morales. Et à partir du moment où elles sont des personnes, elles ont des droits et des obligations comme des personnes physiques. Alors je dis que c'est un peu un tour de passe-passe parce qu'effectivement, une entreprise, une société ne peut pas être comparée à une personne physique, loin de là. Mais le fait qu'elle soit considérée comme une personne morale fait qu'on peut lui imputer des fautes. Donc ça, c'est déjà la première évolution qui est importante, c'est qu'on passe d'une responsabilité de l'individu à une responsabilité d'une entité collective. Et la deuxième transformation importante de la notion de responsabilité, c'est au XXe siècle, où on passe en fait d'une responsabilité qui était fondée sur des actes passés ou présents à une responsabilité face à l'avenir. C'est-à-dire qu'on va chercher à anticiper, et les maîtres mots, ça va être prévention, prévoyance, anticipation, précaution, etc. C'est-à-dire par rapport à des événements qui sont susceptibles de se produire dans un avenir relativement proche, plus lointain. Alors, le terme social, et alors vous l'avez évoqué, prête à beaucoup de confusion. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. Qu'on parle de social ou de sociétal, il s'agit bien de toutes les dimensions qui peuvent affecter les humains et la nature. Que ce soit donc une responsabilité par rapport aux humains, par rapport à la société, par rapport à l'environnement, par rapport à la biosphère, etc. Bon, moi je me bats plus sur j'en ai assez de me battre pour essayer de faire passer l'idée que c'est une responsabilité sociale, parce que sociale au sens large, les gens d'entreprise ont tendance à considérer le social de manière réduite à la relation employeur-salarié. Or si vous prenez n'importe quel dictionnaire, j'ai fait l'expérience, vous ouvrez le dictionnaire à social, qu'est-ce que vous trouvez? Le social, c'est ce qui concerne la société. A l'inverse, ce qui est sociétal, c'est tout ce qui concerne la société, sauf justement ce qu'on appelait au XIXe siècle la question sociale, c'est-à-dire les relations employeur-salarié en gros. Donc, à mon avis, il vaut mieux utiliser le terme social, mais enfin bon, on ne va pas se battre là-dessus. La responsabilité, elle est globale, et il faut l'entendre comme ça. Troisième difficulté, c'est qu'est-ce que c'est que l'entreprise? Je vous disais, moi j'ai enseigné quelques dizaines d'années, j'ai toujours été incapable de définir ce que c'était qu'une entreprise, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est un peu insaisissable, qui a beaucoup évolué, il y a des tailles diverses, il y a des formes extrêmement diverses. Personne n'a vraiment de définition par rapport à ce qu'est une entreprise. Alors, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a des choses qui deviennent extrêmement complexes, avec des liens réticulaires, des chaînes de valeur, des filières de production. On ne sait plus très bien finalement quel est le périmètre, la sphère d'influence, comme on dit maintenant dans certains textes, dont on reparlera probablement. Tout cela est assez confus et mouvant. Et par conséquent, on a un petit peu de mal au niveau juridique, effectivement, à saisir tout cela, ou même sur le plan économique, de connaître le champ de responsabilisation de l'entreprise. Alors pour terminer sur ce point-là, les choses ont quand même pas mal évolué au cours de ces dernières années sur la définition de ce qu'était que la responsabilité sociale des entreprises. Et j'en prends pour seul exemple, mais il est important, la définition qu'en donne la Commission de l'Union européenne. C'est assez récent, ça date d'octobre 2011. On est resté très longtemps en Europe depuis les années 2000 où on a commencé à parler, surtout en France, de RSE, où on était resté sur l'idée que c'était des démarches volontaires. Aujourd'hui, on a dépassé ce stade-là. Il y a encore des gens, évidemment, qui n'ont pas assimilé les évolutions. Mais donc, je vous lis la définition qu'en donne la Commission européenne, enfin, tout au moins le début.
c'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Pour assumer cette responsabilité, il faut au préalable que les entreprises respectent la législation en vigueur et les conventions collectives conclues entre partenaires sociaux. Vous voyez qu'il y a deux choses importantes dans cette définition. D'une part, que la responsabilité s'exerce à l'égard des effets, des impacts que l'entreprise exerce sur la société, donc sur l'environnement humain et naturel. Et puis, l'exercice de la responsabilité, c'est d'abord en premier lieu de respecter la législation en vigueur, d'où l'importance effectivement de faire évoluer cette législation. Merci Monsieur Cacron. Puisque vous avez parlé des liens de la RSE avec la législation, le droit, que à Terre des Hommes France, nous tenons à avoir des démarches fondées sur les droits, je voudrais passer la parole à Sandra Kossard de Sherpa. Sherpa, déjà, c'est une association de juristes et d'avocats qui travaillent sur cette problématique de ce qu'on appelle, nous, les crimes économiques. Donc, c'est des crimes commis par les acteurs économiques. La plupart, quand même, aujourd'hui, c'est ceux qui ont les moyens de commettre ces crimes, ce sont les entreprises transnationales ou multinationales. Et nous, notre approche, c'est d'essayer d'être assez pragmatique. Donc, on a une approche uniquement, justement, de droit dur. Ça ne veut pas dire que sur le fond, on n'essaye pas, en termes de plaidoyer ou de lobby, de faire avancer la législation en France et à l'international. Mais ça veut dire que quand on est saisi par des victimes, des communautés de victimes, on n'agit que pour des communautés, pas des personnes individuelles. Des fois on se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux utiliser le droit dur qui existe aujourd'hui, donc la législation, et être pratiquement sûr d'arriver à un échec au bout de 5, 10, 15 ans, ou est-ce qu'il vaut mieux pas essayer d'utiliser du droit mou, donc par exemple les principes directeurs de l'OCDE, pour peut-être arriver à un demi-succès, en tout cas pour les victimes, un échec peut-être en termes de législation. Donc c'est les questions qu'on se pose et qui ne sont pas toujours évidentes. On est en train de négocier avec le groupe Bolloré aujourd'hui parce qu'on a déposé une plainte devant les principes directeurs de l'OCDE pour ses activités au Cameroun, donc la Soca Palm. C'est pareil, ça fait 4 ans, c'est extrêmement long, c'est chronophage, c'est laborieux, les communautés de victimes ne sont pas encore très satisfaites sur le terrain. Sauf que si on avait voulu utiliser le droit dur, on n'aurait pas pu le faire. Donc c'est un peu les limites du droit dur. Dans tous les cas, la grande question, c'est qu'aujourd'hui, les transnationales sont des entités économiques qui existent, donc il y a une logique de groupe. En revanche, ça n'est pas une notion juridique. L'entité groupe n'existe pas juridiquement. Donc puisqu'elle n'existe pas juridiquement, elle n'a pas d'obligation. Donc le droit ne peut pas l'appréhender en tant que tel. En revanche, le droit peut appréhender toutes les sociétés à l'intérieur du groupe. C'est la mamelle du droit français, c'est l'autonomie de la personnalité juridique et la responsabilité limitée. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'aborder la question du droit et d'aborder la question des entreprises sans que tout de suite on ait un lobby en face qui nous dise « vous n'avez pas le droit de toucher à ce sacro-saint principe de la responsabilité et de l'autonomie ». Et sur cette question de devoir de vigilance, je ne sais pas si j'en dis un mot maintenant, donc puisque la problématique que je vous ai dit, c'est que le groupe en tant que tel n'existait pas, donc il faut aller voir les différents droits nationaux. Donc aujourd'hui, par exemple, une victime d'un État tiers, mais qui serait victime donc d'une filiale d'une entreprise française, aurait extrêmement de mal à venir devant les juridictions françaises pour montrer que c'est la maison mère française qui a été à l'origine du dommage causé dans le pays tiers. Je ne sais pas si je suis claire. Donc dans la mesure où cette difficulté pour la victime, c'est pas qu'il lui est interdit de venir devant les juridictions françaises. On dit aujourd'hui les victimes n'ont pas le droit de venir devant les juridictions européennes. C'est pas le cas. Je pense que c'est un abus de langage qui nous est souvent reproché. C'est une façon de dire oui,
c'est pas une vraie justice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elles ont la possibilité de saisir les juridictions françaises. En revanche, compte tenu des difficultés procédurales auxquelles elles vont faire face, elles n'auront pas possibilité d'être écoutées par ce juge. Donc une victime, exemple, une victime camerounaise d'une société filiale d'une entreprise française va pouvoir venir essayer de saisir le juge français. En revanche, il va devoir démontrer au juge français qu'il y a un lien entre la filiale camerounaise et la maison mère en France, et que la faute qui a été commise au Cameroun, par exemple, est due à une décision de la maison mère. Donc quand vous êtes une victime au Cameroun, essayez d'aller prouver ça, vous en avez pour quelques années, quoi. Et qu'ensuite le juge accepte ces modes de preuve. C'est extrêmement difficile. Donc c'est en ça que c'est un peu un abus de langage, il n'y a pas aujourd'hui d'accès à la justice. Les règlements européens, Bruxelles 1 et Rome 2 permettent cet accès théorique à la justice. En revanche, il n'y a pas d'accès réel. Aujourd'hui, je pense que le législateur et l'état du droit n'est pas prêt à se réformer complètement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je pense qu'il est impossible aujourd'hui de demander une responsabilité juridique pour les groupes. Enfin, on peut la demander, et c'est ce que Sherpa pousse aussi, mais concrètement, dans les prochaines années, c'est pas ce qui va arriver. Donc on s'est dit, le plus rapide, peut-être le plus pragmatique, ça serait d'insérer justement un devoir de vigilance pour ces maisons mères dans leur activité à travers toute leur chaîne de filiales et de sous-traitance. Et ce devoir de vigilance, il a été introduit notamment par les principes directeurs des Nations Unies, donc de 2011, ce qui nous a permis à nous, plusieurs ONG qui ont travaillé avec les députés, de dire il faut décliner cette obligation que les États ont signée de devoir de vigilance dans la loi française, enfin dans le droit français, le positif français. Essayons de faire une proposition de loi, ça veut dire que c'est les députés, ça aurait pu être un projet de loi si le gouvernement avait vraiment eu une volonté politique. Aujourd'hui, la volonté politique, elle n'existe pas du côté du gouvernement. Ils font même vraiment beaucoup de contre-lobbying contre cette proposition. Donc cette proposition, elle vise à quoi? Elle vise à dire, bon, puisqu'il n'y a pas d'entité juridique pour le groupe, on va quand même essayer de reconnaître que la maison mère a une obligation de vigilance vis-à-vis de ses filiales et vis-à-vis de sa chaîne de sous-traitants. Donc la charge de la preuve, là, contrairement à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure où ça pouvait reposer sur la victime camerounaise par exemple, là la charge de la preuve va peser sur la maison mère. C'est à la maison mère de démontrer qu'elle a mis en place tout un process de vigilance qui devrait éviter telle ou telle faute ou tel dommage. Et même sur cette question-là, où ça nous semble aller de pair avec la responsabilité, la maison mère a la responsabilité de mettre en place ça, donc elle doit pouvoir le prouver. Les organisations patronales nous disent mais c'est impossible, vous renversez la charge de la preuve, c'est scandaleux. Donc on est sur aussi des questions idéologiques en fait qui se cachent derrière des questions juridiques. Merci beaucoup. Donc on constate que le droit peine à gérer efficacement cette problématique. On constate aussi donc du coup que le droit est politique et idéologique finalement, que ce n'est pas que de la technique neutre. Et ce que je constate aussi quand on dit droit dur, droit mou, alors que vous parlez de crime économique, c'est comme si le même terme crime a un jugement différent lorsqu'on est dans l'économique ou dans le civil. Parce que le crime en général et le droit, bon, ça va ensemble, on punit, il y a des sanctions. Et dans le film, on dit il faut menacer de sanctions les multinationales. Parce que généralement, si on va jusqu'à parler de crime économique, bon, la sanction, normalement, juridique, elle est évidente. Ce qui n'est pas le cas parce qu'on est en économie. Et ça renvoie à toute la complexité. Alors, cette complexité théorique, on va essayer de voir comment elle se manifeste. Effectivement, finalement, le drame, ce qu'on l'appelle, c'est quand même un drame, du Rana Plaza, il illustre précisément un peu les sujets qu'on vient d'évoquer. L'effondrement de cette usine dans un pays lointain, il montre précisément, effectivement, qu'une multinationale
que les activités de ces multinationales peuvent se traduire par des dommages humains considérables. Donc, effectivement, la responsabilité, elle est réelle. Et la responsabilité d'anticipation, elle est réelle, parce que ce drame, il a été un choc pour tous, mais pas une surprise pour nous, malheureusement, collectif éthique sur l'étiquette, et finalement pas une surprise pour les donneurs d'ordre, pour les multinationales. Elles savent précisément dans quel contexte économique elles inscrivent leur activité. Et il illustre également le fait qu'on ne peut pas laisser le soin aux seules multinationales de réguler leur activité, c'est-à-dire aux seules initiatives volontaires, le soin de prévenir des drames, puisque précisément elles ne le font pas. Notre travail, effectivement, ça a été donc d'aller sur place, mais avant tout d'identifier la responsabilité de ces multinationales. Leur premier réflexe a été de dire, pour certaines, mais nous ne savions pas que notre production était sous-traitée dans de tels immeubles. C'est précisément là que l'on estime qu'il y a une faute de la multinationale. Ce n'est pas une excuse, évidemment, et je pense que ce qu'on a beaucoup oublié de faire, enfin pas nous, collectif éthique sur l'étiquette, mais d'une manière générale, c'est questionner très simplement une entreprise sur ce qui motive sa décision d'aller produire au Bangladesh. Ça, c'est une question qu'on pose rarement. Qu'est-ce qui fait que Carrefour, Auchan, Benetton, Zara, H&M, C&A décident d'aller implanter une partie de sa production au Bangladesh? Est-ce qu'il y a une telle stabilité politique qui offre un contexte favorable? Est-ce que c'est parce que c'est une main-d'œuvre qualifiée avec une expérience particulière qui permettrait de produire un certain type de bien? Et précisément non. Malheureusement, je dirais, l'avantage comparatif du Bangladesh, c'est d'offrir une main-d'œuvre peu qualifiée et la moins chère du monde. Et c'est ça qui a motivé les décisions économiques de ces multinationales d'investir au Bangladesh, qu'elles s'appellent Benetton et qu'elles vendent des produits à prix plutôt élevés, ou qu'elles s'appellent Primark ou Auchan et qu'elles vendent plutôt des produits low cost. Il s'agit avant tout de se poser la question d'avoir mis en œuvre toutes les mesures pour éviter de tels drames. Dans le cas précis, ce drame il aurait pu être évité si les multinationales avaient estimé qu'il relevait de leur devoir d'identifier l'ensemble de leur chaîne de production, que leur responsabilité ne s'arrête pas à l'entité avec laquelle elles vont contractualiser, puisqu'elles savent précisément que derrière, il y a toute une chaîne de sous-traitance, toute une chaîne d'approvisionnement qui va conduire au profit. Et que comme leur nom l'indique, le donneur d'ordre, il a une capacité de pression, c'est lui qui donne les ordres précisément, donc c'est lui qui a le contrôle et qui a la décision entre ses mains. Et donc la responsabilité, elle est à hauteur de ce pouvoir finalement. On travaille en soutien direct avec des ONG ou des syndicats lorsqu'ils ont la possibilité d'exister dans les pays de production textile, en Asie, beaucoup en Asie du Sud-Est, mais aussi au Maghreb, un petit peu en Amérique latine. Et c'est par leur biais que l'on arrive à documenter relativement rapidement les violations des droits humains au travail qui sont commises sur les territoires et essayer d'identifier, ça c'est plus difficile, qui les commet. La plupart de ces ouvrières, en majorité dans le secteur textile, ce sont 85% de femmes, ne savent pas pour qui elles produisent. L'étiquette de la marque n'est pas toujours disponible sur les produits qu'elle fabrique. Donc c'est extrêmement difficile pour elle, et ça veut dire aussi parfois se mettre en danger, d'aller enquêter dans l'usine, retrouver les étiquettes. Et ça, c'est le travail des ONG, des syndicats sur place, pour que l'on sache précisément, au-delà du fournisseur, qui est le décideur économique, donc la multinationale, la marque, l'enseigne d'habillement, qui fait produire dans de telles conditions. Une fois qu'on a réussi à documenter les violations, identifier les responsables, on met en mouvement finalement un peu ce qu'on sait faire, c'est vraiment la mobilisation citoyenne. On dénonce, on publie des informations dans les médias, via nos réseaux militants et au-delà. Et puis, on appelle bien sûr à la mise en œuvre de recommandations. Dans le cas de Rana Plaza, ça arrive bien trop tard. Je vais quand même finir sur une petite note positive, c'est que suite à l'effondrement du Rana Plaza, un accord a été signé, c'est un accord avec un certain niveau de contraintes qui s'apparente un peu à un accord... c'est un accord privé, disons, entre ces multinationales et les syndicats internationaux, les confédérations syndicales internationales pour le secteur, qui contraint les entreprises qui signent cet accord à financer un système indépendant d'inspection de leurs usines au Bangladesh et, le cas échéant, à trouver tous les moyens pour permettre la rénovation des bâtiments d'usines.
Aujourd'hui, 150 multinationales l'ont signé. Plusieurs milliers d'entreprises au Bangladesh vont être inspectées, sont en train d'être inspectées. Le cas échéant, elles sont fermées. Les travailleurs sont indemnisés pour le temps où ils ne sont pas dans les usines. C'est une grande avancée, elle est importante, mais au collectif sur étiquette, donc on a poussé beaucoup pour cet accord. Cela dit, on a poussé pour cet accord avant l'effondrement de l'immeuble, donc on regrette que les multinationales n'aient pas souhaité s'y engager plusieurs mois avant. Elles arguaient du fait que leur propre système interne de vérification était tellement performant qu'on n'avait sûrement pas besoin de davantage de contraintes. Et de s'engager dans des accords donc, qui finalement allaient les obliger vis-à-vis de leurs fournisseurs et non vis-à-vis des victimes. Donc 6 mois après, ce drame arrive, elle se précipite pour signer l'accord, elle se précipite en grande partie parce que la mobilisation citoyenne, médiatique, mondiale a été telle qu'elles ont été aussi acculées et qu'il leur fallait, on en a tout à fait confiance, il leur fallait aussi redorer une image de marque qui avait été sévèrement écornée par ce drame. Donc on en a tout à fait conscience. C'est quand même un élément positif. On le dit aussi très clairement, on sait pourquoi cet accord a été signé. Il aurait fallu, si elles avaient vraiment mis en œuvre leur devoir de vigilance, leur obligation de vigilance, qu'elles le signent avant pour prévenir justement de tels drames, puisqu'on savait très bien, les ONG, les syndicats et les entreprises, l'état déplorable des unités de production au Bangladesh. Et personne ne peut croire qu'une entreprise qui y investit n'a pas connaissance de ce contexte. Merci beaucoup. Donc ce témoignage nous conforte dans l'idée, les difficultés, mais aussi dans l'espoir à travers les accords, les compromis juridiques, etc., qu'on peut continuer à se battre. À Terre des Hommes France, nous essayons d'avoir une action fondée sur les droits humains et en particulier les droits économiques, sociaux et culturels. Ces droits sont dans les déclarations et les chartes internationales qui s'imposent aux États lorsque ces États les ratifient. Et donc ce sont d'abord les États et les gouvernements qui sont les premiers responsables et qui doivent mettre en œuvre ces protections de leurs citoyens. Or, dans les témoignages qu'on vient d'entendre, au niveau politique, cette responsabilité des gouvernements de protéger leurs citoyens en intégrant ces droits fondamentaux dans les lois, en sanctionnant les citoyens ou les groupes de citoyens qui ne respectent pas ces droits minimaux d'autres citoyens, cette obligation-là, elle n'est pas mise en œuvre par les gouvernements. Et donc, l'enjeu, en étant à plusieurs, en se constituant en réseau et en alliance, avec une activité de sensibilisation et d'information, c'est d'arriver à ce qu'il y ait un rapport de force citoyen qui disent qui demandent et imposent aux États de protéger les citoyens. Et pour le faire, il faut que, effectivement, les individus qui ont des droits occupent l'espace citoyen. Effectivement, nous, on nous pose souvent des questions au collectif Éthique Étiquette. On nous demande comment est-ce qu'on fait pour, en tant que consommateur, pour s'habiller finalement de manière responsable. Moi, j'ai pas de mal à dire que précisément c'est une question à laquelle on peut quasiment pas répondre et que la solution, elle est peut-être pas encore aujourd'hui en termes d'alternatives de consommation. Elle l'est en partie, évidemment. Effectivement, elles existent. Et quand on s'intéresse à l'évolution de changement de paradigme, de changement de modèle économique, que sont la production de vêtements à bas coût, de masse, etc. Finalement, l'alternative, elle est très restreinte. On ne peut pas... c'est pas si facile de s'habiller avec des marques éthiques quand on a un pouvoir d'achat réduit, qu'on a 3 enfants, qu'on est en milieu rural. Donc on se dit l'alternative, elle n'est pas vraiment là, elle est plutôt dans le fait qu'on refuse d'être déjà considérés d'abord comme des consommateurs, précisément avant tout des citoyens, que conscients, des citoyens avertis. Si ces multinationales réagissent,
en attendant la construction du droit, c'est précisément parce que on manifeste le fait qu'on refuse d'être les complices de telle situation d'exploitation, etc. Et on l'intègre très bien dans leur discours, hein, si vous regardez le marketing. Aujourd'hui, on fait du développement durable pour nous. Enfin, Carrefour fait du développement durable pour nous, pour vous, pour nous les citoyens. Bon, si précisément Carrefour fait du développement durable, pourquoi Carrefour s'oppose à des lois qui inscrivent son obligation de contribuer au développement durable, y compris sur les aspects sociaux? Si Carrefour le fait pour nous, pourquoi continuer à bas prix et pourquoi est-ce qu'il y a un tollé, une indignation mondiale quand des immeubles s'effondrent sur des ouvrières qui à l'époque sont payées $28? Je pense que 28 € par mois. Personne ne serait choqué si elles étaient payées $100, puisqu'on saurait très bien qu'on pourrait continuer, nous, à vivre correctement et qu'on ne serait pas complice de telle situation. Donc, tout ça pour dire que les moyens d'action à éthique sur étiquette, c'est précisément l'action citoyenne. Ça passe par l'interpellation directe des multinationales, la signature de pétitions, d'envoi d'emails, les réseaux sociaux, les députés, etc. Cette proposition de loi, elle a aussi abouti parce qu'en fait, il y a une volonté politique, effectivement, de ces députés, mais il y a aussi eu un travail de terrain, de citoyens qui ont poussé des groupes à s'inscrire dans ce type de formule. Et puis on a notre arme, nous, à notre disposition, évidemment, sur les médias. On a la chance aujourd'hui d'être pas mal relayé au collectif Éthique sur étiquette parce qu'on est en capacité de dénoncer très précisément des situations et de divulguer des informations qu'on ne trouve pas par ailleurs. Et le levier médiatique qui nous sert aussi à faire pencher le rapport de force en notre faveur. Et quand vous êtes appelé à 8h du mat, je focalise un peu sur Carrefour, mais il y en a d'autres, hein, par le responsable développement durable qui me dit « Bonjour Naïla, qu'est-ce que c'est que cette dépêche ?» Je me rends bien compte qu'ils ont aussi les moyens, tous les jours, de vérifier tout ce qui est dit sur Carrefour. Et quand même, on vient chercher la petite ONG pour dire « En fait, là, vous êtes en train de nous faire un petit peu mal avec vos dépêches enrichissantes. »